Tifron pouvait parler de la piété et il pouvait raisonner à ce propos. Il n'aurait pu vivre sa vie sans raisonner. C'est parce que nous marchons que nous pouvons trébucher, et c'est parce que Tifron raisonnait et qu'il devait raisonner qu'il pouvait faire erreur. Le Tifron, tel que Platon le présente, est également un imbécile pharisien engagé dans une entreprise choquante, intenter une action en justice contre son père. Cependant, ce n'est pas cette imbécilité atypique qui le rend vulnérable au procédé de Socrate. Le Tifron est anormalement imbécile, mais normalement susceptible de faire des faux pas dans son raisonnement. On peut éviter le chemin de Socrate, mais ce n'est pas toujours chose aisée. C'est notre nature qui nous fait penser et parler. Quiconque pense et parle peut être conduit, s'il n'y prend garde, vers des questions plus larges. Ce n'est peut-être pas cela qui rend la vie de chacun digne d'être vécue, mais c'est là une tendance qui naît d'une part essentielle de notre être. Les Kung ne sont pas des semblables de Socrate, autant que je sache, mais Socrate et les Kung sont au même titre membres de notre espèce. Dans ce livre, je me demande quelle était la quête de Socrate. Réfléchir à la vie qu'on mène, raisonner sur la bonne manière de vivre, c'est en fait demander quel genre de vie il est rationnel de mener. Je n'offre pas de réponse nouvelle à cette question. Mon premier souci est plutôt de savoir en quoi elle consiste. Que veut-on dire lorsqu'on qualifie un choix de rationnel, un autre d'irrationnel? C'est là le problème que je pose ici, et j'ai l'espoir qu'en travaillant ce point de départ, nous pourrons apprendre des choses qui valent la peine d'être apprises sur nous-mêmes et sur les questions que nous nous posons. La question de savoir comment vivre est une question morale, en partie, peut-être en totalité. Quel genre de moralité, s'il en existe, mérite notre attention? À moins que la vie rationnelle ne puisse se passer de moralité. Ici encore, le problème pour moi est de savoir comment formuler ces questions. Je veux savoir encore une fois ce que veut dire rationnel, et je veux aussi comprendre de quoi on parle lorsqu'on parle de morale. Quelles sont les questions morales? Que veut-elle dire? Ont-elles quelque chose à voir avec la rationalité? Et si oui, quoi? Toute la théorie morale est fondée peut-être sur le lien entre la morale et la raison. En tout cas, il existe bon nombre de théories morales qui nous disent ce qu'est ce lien et ce qu'il n'est pas. Elles définissent le bien de qui s'il faut qu'il soit le bien de quelqu'un. La raison nous engage à favoriser, mais à différentes théories, différentes réponses. Hume dit que la raison est, et elle ne doit qu'être, l'esclave des passions, et elle ne peut prétendre à d'autre rôle que de les servir et de leur obéir. 1740, David Hume dans Traité de la nature humaine. Kant dit que les impératifs de la moralité sont des exigences catégoriques de la raison et que la raison donne ses ordres sans rien accorder aux inclinations. 1785, Emmanuel Kant dans Fondement de la métaphysique des mœurs. Sidgwick dit que le bien c'est le bonheur et qu'en tant qu'être rationnel je suis tenu de viser le bien en général dans la mesure où mes efforts permettent d'y accéder, et pas mon propre bonheur en particulier. Il pensait aussi cependant qu'un égoïste pouvait se soustraire à cette exigence, et que dans un conflit reconnu entre le devoir et l'intérêt propre, la raison pratique serait divisée et opposée à elle-même. Les auteurs récents sont tout aussi partagés les uns contre les autres. Philippe Afout écrit « Si la justice n'est pas un bien pour l'homme juste, les moralistes qui la recommandent comme étant en vertu une vertu commettent une escroquerie. » David Gauthier soutient que la raison exige que les désirs de chacun soient satisfaits au plus haut point, mais sous des contraintes universellement acceptées dans certaines conditions idéales. Thomas Nagel soutient qu'il nous faut être purement impartial par rapport à autrui. Dans toute situation où il y a raison pour quelqu'un de promouvoir telle ou telle fin, nous devons être aussi capables de découvrir une fin que quiconque trouverait une raison de promouvoir s'il était en position de le faire. Nagel, 1970. La liste pourrait être allongée encore. Profit, 1984, argumente longuement contre l'affirmation qu'une personne rationnelle se soucie de manière égale de toutes les parties de son avenir. La réflexion sur la raison conduit ces auteurs à des affirmations visiblement contradictoires. Il serait bon de voir quel en est réellement l'enjeu. Le problème pour moi porte sur Socrate, mais aussi sur le Kung. Je m'interroge sur la philosophie morale, mais aussi sur la vie, la pensée, la parole quotidienne, non philosophique. Les deux discours ne sont pas les mêmes, mais l'un est issu de l'autre. Cela fait partie de notre manière humaine de vivre, de réfléchir et de débattre sur ce qu'il est raisonnable de faire, de réfléchir aussi au juste sentiment à avoir sur les choses. Cette réflexion et ce débat nous orientent vers le perfectionnement. Sagesse des choix et justesse des sentiments. Notre question est présente dans tous les genres de discours, dans le discours philosophique perfectionné et conscient de soi, et dans la discussion et la dispute quotidienne.
Je veux savoir quel est l'enjeu commun à ces deux types de discours qui tous deux portent sur les normes. Un aperçu sur la suite. Voici ce que je propose. Commençons par la morale. Nous pouvons comprendre le terme au sens large ou étroit. Au sens large, la question morale est comment vivre. Au sens étroit, tenterions-nous de dire la moralité concerne les sentiments moraux, les sentiments de culpabilité, de rancune et leurs variantes. Les fautes morales sont des actes qu'il faut éviter sous peine d'éprouver de tels sentiments. La moralité, en ce sens, n'est qu'une part étroite de notre vie, mais elle constitue un ensemble de contraintes qui nous est peut-être nécessaire. Il vaut la peine, semble-t-il, d'examiner ces contraintes et d'en évaluer l'importance. Celui qui éprouve un sentiment de culpabilité ou de rancune n'est pas en train d'émettre un jugement moral. Quelqu'un peut se sentir coupable tout en pensant n'avoir rien fait de mal. Il pense alors qu'il n'y a pas de raison d'éprouver pareils sentiments et qu'ils sont irrationnels. Les jugements moraux au sens étroit ne sont pas des sentiments, mais des jugements qui portent sur la rationalité des sentiments moraux qu'il convient d'avoir. Nous pensons qu'il existe quelque chose comme la justesse des sentiments et les jugements moraux portent sur la justesse des sentiments de culpabilité ou de rancune. Une telle conception implique une définition préalable de la rationalité, car il ne faut pas seulement parler de sagesse des choix, mais aussi de justesse des sentiments. Que peut nous apprendre une théorie de la rationalité? Que veut-on dire quand on dit qu'une chose qu'elle est rationnelle ou irrationnelle, d'un choix qu'il est sage ou absurde, d'un sentiment qu'il est juste ou déplacé? La question que j'examine devient alors non plus celle de la moralité en particulier, mais celle de la rationalité en général. Dire qu'une chose est rationnelle, c'est la cautionner d'une façon ou d'une autre. Cela suggère une stratégie pour définir la signification du terme. Au lieu de vouloir définir une qualité de rationalité en donnant des conditions auxquelles une chose posséderait cette qualité ou pas, commençons par l'usage du terme. Arrêtons-nous sur l'affirmation. Dire qu'une chose est rationnelle, c'est la cautionner. Et cherchons un sens de cautionner qui puisse rendre vrai cet énoncé. Le mot rationnel a quelque chose d'un peu savant, mais la notion à laquelle je pense est familière. C'est celle à laquelle nous pensons lorsque nous parlons de ce qu'il est de bon sens, it makes sense, de faire ou de penser, lorsque nous parlons du bon choix à faire dans une situation donnée. C'est aussi la notion dont nous faisons usage quand nous demandons ce que nous devrions faire ou lorsque nous cherchons la meilleure chose à faire, sans qu'il soit forcément déjà question de morale. C'est encore ce sens du terme qui est en jeu à propos des sentiments, lorsque nous disons de la colère par exemple qu'elle est avalisée, ou de la pitié qu'elle est appropriée ou déplacée. Il y a, semble-t-il, une idée commune à toutes ces tournures, en dépit de nuances de signification. On s'en rend compte au fait que si l'on emploie l'une de ces expressions associées à la négation d'une autre à propos d'une action ou d'un sentiment, le résultat est bizarre. C'est dans ce sens-là que j'utiliserai le terme savant rationnel. Un tel emploi suggère une sorte de caution directe et neutre, donnée du point de vue de la personne dont on veut juger les actes ou les sentiments. L'acte rationnel est l'acte qu'il est censé d'accomplir, le bon choix à faire en la circonstance. Un sentiment rationnel est un sentiment adéquat, un sentiment avalisé, une manière de ressentir les choses qui est la bonne. Le terme rationnel peut avoir des connotations plus limitées, mais cette interprétation large en termes de caution, endorsement, me suffit. Qu'est-ce alors que la rationalité d'un acte ou d'un sentiment? En quoi cautionne-t-on une chose en la disant rationnelle? Ma réponse, exprimée d'une manière légèrement cryptique, sera la suivante. Dire qu'une chose est rationnelle, c'est exprimer son acceptation des normes qui l'autorisent. Cette formule s'applique à presque tout ce qui peut être jugé rationnel ou irrationnel, hormis les personnes. Elle s'applique à la rationalité des actions comme à la rationalité des croyances et des sentiments. Il y a toutes sortes de choses que nous jugeons rationnelles ou irrationnelles, et cette généralité même de l'usage du terme est quelque chose d'énigmatique. C'est justement cela que la présente analyse tente de résoudre. Dire qu'une chose est rationnelle, c'est exprimer son acceptation des normes qui autorisent cette chose. Ce n'est là qu'une première esquisse de définition qui soulève bien des questions. Qu'est-ce qu'accepter des normes? L'acceptation est un état d'esprit, et un bon moyen d'identifier cet état d'esprit serait d'en montrer la place dans une théorie psychologique, même vague. Je définis la capacité à accepter les normes comme une capacité globale d'adaptation humaine et biologique. Accepter les normes fait partie d'un système de motivation et de contrôle spécifiquement humain qui est dépendant du langage. Les normes définissent les manières humaines de vivre, et notre vie telle qu'elle est définie par ces normes fait partie de la nature. Le discours normatif appartient à la nature, mais il ne décrit pas la nature. En particulier, quelqu'un qui qualifie quelque chose de rationnel ou d'irrationnel ne décrit pas son propre état d'esprit. Il l'exprime.
Dire quelque chose rationnel n'est pas lui attribuer une propriété spécifique, pas même celle d'être autorisé par des normes acceptées. Notre analyse ne cherche pas à savoir directement ce que c'est pour une chose d'être rationnel, mais ce qu'est pour quelqu'un juger qu'une chose est rationnelle. Nous tentons d'expliquer l'emploi du terme rationnel par l'état d'esprit dont il est l'expression. En ce sens, mon analyse est expressiviste et malgré l'inélégance de ce mot encombrant, je la qualifierai d'analyse normativo-expressiviste. Ayer, 1936, sont, avec Haré, 1981, sont tous deux des expressivistes en ce sens. Ayer pense que les affirmations morales expriment des sentiments ou des opinions morales. Haré pense qu'elles expriment des préférences d'un type particulier. Des préférences pour tout dire qui sont universelles, en ce qu'elles ne dépendent pas de qui occupe quelle position dans la situation sur laquelle elles portent.